Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie d'ailleurs le Club Aristote, effectivement, de m'avoir invité pour une 4e fois. Et je vais vous parler des Lumières. J'ai intitulé mon propos « Comprendre les Lumières », car je n'entends pas effectivement juger les Lumières selon les préjugés rétrospectifs d'actuels idéologues. Un devoir de probité philosophique et d'équité herméneutique me dicte de suivre justement la maxime herméneutique suivante: entreprendre de comprendre une époque et ses penseurs comme ils se sont eux-mêmes compris. Donc je vais essayer de restaurer le chemin spirituel des Lumières. Comprendre les Lumières, c'est d'abord savoir que leurs auteurs sont surtout des héritiers, des passeurs, qui ont diffusé dans tout l'espace social européen la révolution galiléenne du siècle précédent, du XVIIe. Et nous commençons par Galilée. Souvenez-vous de la phrase de Galilée, « Eppure si muove », et pourtant, la Terre tourne, elle tourne. Cette assertion obstinée de Galilée a révolutionné totalement la civilisation occidentale, et même, je dirais, le visage de l'humanité. Georges Gusdorff, pour sa part, n'hésite pas à la qualifier de mutation anthropologique et d'événement sans précédent et peut-être sans second. C'est absolument essentiel à saisir. Galilée a renversé en effet totalement la topologie de l'intelligibilité des choses. Et il a imposé, ou il a convaincu d'ailleurs son époque, de l'intelligibilité mécaniste des choses. Cette intelligibilité mécaniste impose une nouvelle pensée de la pensée. C'est donc la praxis moderne qui est née avec Galilée. En prouvant par la raison une vérité universelle qui ignore la théologie pour être validée, Galilée achève sur le plan épistémologique radicalement la destruction de la chrétienté historique. Et je n'ai pas dit du christianisme. La totalité catholique cesse en effet d'être universelle, avec l'apparition du paradigme scientifique de Galilée. La rationalité scientifique que Galilée instaure va gagner de proche en proche, au cours du XVIIe, tous les domaines de la connaissance. Avec Galilée, l'axiomatique et l'axiologie de la connaissance passent de la théologie qui est dès lors marginalisée à la philosophie et à la science. Et le public de l'Europe, l'opinion des cours, des gens éclairés, dira-t-on, en moins de 50 ans, suit la révolution galiléenne. Ainsi, en moins de 50 ans, la hiérarchie des savoirs commence à être inversée, notamment par les monarques. Création en 1662 à Londres de la Royal Society for Improving Natural Knowledge. Et en 1666, Louis XIV fonde l'Académie des sciences. C'est donc une conscience sociale radicalement différente qui investit petit à petit la civilisation européenne. Une conscience centrée sur la marche et le temps des choses, et non plus sur l'attente et le temps du salut. L'établissement, la vérification, la mesure exacte des faits et leur langage mathématique commencent à primer sur les normes théologiques et eschatologiques. Il y a aussi quelque chose qui fut absolument décisif, c'est que la découverte de l'instrumentation expérimentale fut également catastrophique pour l'ordre traditionnel. En effet, par le télescope et le microscope, la conscience a augmenté sa puissance visuelle et a accédé à des mondes entièrement nouveaux. Des choses qu'on ne voyait pas avant. En outre, l'oratorien Richard Simon démontre par la critique philologique, donc toujours au XVIIe, qu'on ne pouvait prendre pour vérité historique les textes de l'Ancien Testament. Au total, donc, les phrases traditionnelles sur lesquelles s'appuyait la tradition du style Moïse a dit, Aristote a dit, Galien a dit, toute cette autorité scripturaire de la tradition n'était dès lors plus tenable aux yeux des esprits critiques.
L'Église avant affirmait ce qu'étaient la terre et les cieux et comment aller au ciel. Désormais, il ne lui reste plus à dire très précairement que le chemin du ciel. Et il faut alors bien sentir, comprendre combien ce fut un choc énorme pour la conscience générale, quasiment un trauma. Sens et confiance étaient profondément désorientés. D'où ce sentiment tout simple de l'âme que Descartes a bien mis en scène, le doute. Pendant que croissait l'esprit scientifique, le doute sur les vérités traditionnelles et dogmatiques gagnait tous les milieux créatifs de l'intellect. En un mot, et ça c'est essentiel, la tradition ne pouvait plus faire autorité. Si la tradition s'était donc trompée sur la nature du cosmos, alors elle pouvait être trompeuse sur tous les champs du savoir. La tradition chut, il fallait évidemment refonder un monde qui n'avait dès lors plus aucune autorité de départ. Et c'est ça que les Lumières relevèrent comme défi. Et Descartes leur ouvrit la voie. Je le cite, « Le premier précepte était de ne recevoir jamais aucune chose que je ne la connusse évidemment être telle. » Cette règle de la méthode établie par Descartes rejette autant l'autorité intellectuelle des anciens que celle de l'Église. Donc qu'est-ce qui peut faire autorité ? C'est seul en amont de tout jugement, c'est seulement la raison qui peut faire autorité. Et Descartes continue, « Or le bon sens ou la raison est naturellement égal en tout homme. » C'est dans ces propos de 1637 de Descartes que s'origine la pensée des Lumières. Et Diderot lui fera écho au XVIIIe. Diderot dit « On commence à secouer le joug de l'autorité et de l'exemple pour s'en tenir aux lois de la raison. » Mais les philosophes, comme on les appelle, s'apercevront que la diffusion de la raison scientifique, du paradigme méthodique de Descartes, oblige à un combat spirituel contre l'Église, laquelle s'oppose de partout par la censure, par les autodafés, par la répression à la science moderne. Voltaire annonce clairement le programme des Lumières, qui doivent dissiper les superstitions, écraser l'infâme, dit-il, c'est-à-dire tous les pouvoirs, et je le cite, qui ont voulu vous tromper et vous gouverner, dit-il à Madame du Deffand. Il faut, poursuit-il, empêcher que les gens de bon sens, c'est-à-dire de raison, soient les esclaves de ceux qui n'en ont point. Les Lumières ont donc saisi la raison, ils ont insufflé à la raison son dynamisme historique, en la tenant pour une énergie, une action et les effets qu'elle produit. Sitôt qu'elle fut conçue, non comme l'idée d'un être, mais comme celle d'un faire, ça c'est très important, et je reprends Cassirer, renaquit alors l'Occident prométhéen. Édifier un homme adulte et instruit, tel est le but des Lumières, le sortir de la minorité de la raison dans laquelle le tenait l'autorité cléricale. Voilà également l'action des Lumières. Leur moyen aux Lumières, c'est la méthode. Il n'y a pas en effet de savoir clair, rigoureux et précis sans la méthode d'observer et de concevoir les choses. La méthode est évidemment forte de Descartes encore. La méthode ne glose pas sur les textes, sur l'autorité scripturaire. Elle a pour tâche précise d'élaborer la mécanique des faits. Ça vient de Galilée. En établissant les lois de leur rapport. Néanmoins, la méthode de Descartes était déductive. Et elle a échoué à élaborer une physique ou une biologie valide. À la suite de Voltaire, donc, qui fut un féroce critique de la méthode cartésienne et de la physique cartésienne, les Lumières prennent vite pour paradigme méthodologique la philosophie de Newton. Newton parut enfin, écrit d'Alembert,
le patron de l'encyclopédie avec Diderot. Donc Newton parut enfin et donna à la philosophie une forme qu'elle semble devoir conserver. En outre, l'autre, si je puis dire, l'autre saint patron des Lumières, en dehors de Bacon, de Galilée, qui est donc John Locke, abat la métaphysique de Descartes en montrant que la théorie cartésienne des idées innées est fausse. Selon Locke, la connaissance de la pensée, comme toute autre forme de connaissance, doit se dégager de l'expérience du réel. Les Lumières, donc, ne sont nullement cartésiennes, mais à la suite de Locke, empiristes. Et il faut savoir, c'est important, on ne le sait pas assez, que les œuvres de Descartes n'ont connu aucune réimpression au cours du XVIIIe. Il a fallu attendre Victor Cousin sous le gouvernement Thiers pour que Descartes devint le modèle de la pensée française. S'il n'y avait pas eu Cousin, peut-être que les Français seraient restés aussi empiristes que les Anglais. Mais revenons à Newton. Le penseur anglais cherche effectivement, comme Descartes, à formuler la légalité des phénomènes, à établir les lois universelles de leur rapport. Mais Newton débute par l'observation et l'expérience du particulier, desquels il induit l'articulation rationnelle des faits. Il appartient donc à l'expérimentation et à l'analyse inductive de trouver les lois mathématiques de l'univers. À l'école de Newton, les Lumières entendent acquérir ainsi l'intelligibilité du monde physique et humain par le raisonnement inductif et non plus déductif, et en s'appuyant sur l'expérimentation. Il ne faut point dire, écrit Voltaire, commençons par inventer des principes, comme le faisait Descartes, avec lesquels nous tâcherons de tout expliquer. Mais il faut dire, faisons exactement l'analyse des choses. Quand nous ne pouvons nous aider du compas des mathématiques, ni du flambeau de l'expérience et de la physique, il est certain, continue Voltaire, que nous ne pouvons faire un seul pas. Donc, une fois l'analyse parvenue à des éléments irréductibles des phénomènes, la raison peut alors dégager la loi mathématique des faits expérimentés. Et là, il y a quelque chose d'absolument crucial à savoir, c'est que la raison inductive ne prétend pas du tout découvrir l'essence et l'origine dernière des choses. Les Lumières ne prétendent nullement savoir ce qu'est la nature, ni la posséder et se l'approprier. Ça, c'est l'idéologie qui dit ça. Leur imputer cette vanité, c'est vraiment une projection idéologique. Prenons par exemple le concept d'attraction. Ce concept désigne pour Newton une pure expression mathématique, non pas une signification réelle qui serait par-delà l'ordre même du calcul. Je cite Newton. « Je me sers indifféremment, écrit-il, des mots d'attraction, d'impulsion ou de propension lorsque je dis que les centres attirent. Lorsque je parle de leur force, le lecteur ne doit pas penser que j'ai voulu attribuer aucune force réelle à ces centres, que je considère comme des forces mathématiques. » Donc, Newton est vraiment dans une activité de la pensée qui se distancie même par le langage qu'elle emploie. Dans cette même perspective, Voltaire souligne, pour sa part, la finitude humaine impuissante à connaître les causes des faits. Ça, c'est la scolastique qui prétendait connaître les causes des faits, en pensant qu'il y avait des esprits dans les choses, etc. Là, c'est fini. Les Lumières ne connaissent pas la nature en soi. Il nous enseigne, Voltaire, il écrit « Les mots de force, d'âme, de gravitation même ne nous font nullement connaître le principe et la nature de la force, ni de l'âme, ni de la gravitation. Nous en connaissons les propriétés et probablement nous nous en tiendrons là tant que nous serons que des hommes. » Il y a donc une finitude humaine qui est totalement reconnue par les Lumières, qui ne prétendent nullement détenir la vérité du cosmos.
Des idéologues, d'ailleurs, ont dénoncé les Lumières de moult fois comme ayant posé l'être humain en maître et possesseur de la nature, en croyant s'appuyer sur Descartes. Mais ce n'est pas du tout le propos de Descartes. J'y insiste. Descartes dit comme maître et possesseur de la nature. C'est ici le comme qui est essentiel. Le philosophe reconnaît les limites de l'esprit humain par rapport à la profondeur de l'univers infini. Le moderne n'affirme donc pas détenir le pourquoi ontologique des choses. Il travaille seulement sur le comment fonctionnel de l'univers. Que nous importe au fond, écrit d'Alembert, de pénétrer dans l'essence des corps, pourvu que la matière étant supposée telle que nous la concevons, nous puissions déduire des propriétés que nous regardons comme primitives. Et or, de Galilée jusqu'à maintenant, un même modèle d'intelligibilité unitaire fait désormais autorité sur le réel, celui des concepts de la raison expérimentale. Nous vivons à l'ère, comme l'a dit Heidegger, des conceptions du monde. Nous, modernes, vivons dans un monde conçu, relatif à la vérité des savants. Et Valéry, qui a très bien compris, a cette phrase remarquable, « Il fallait être Newton, écrit Valéry, pour apercevoir que la lune tombe quand tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. » Donc, la connaissance n'est pas trouvée, mais elle est produite, conçue par l'esprit humain. Nous vivons, je le répète, donc dans un monde conçu, à partir de l'expérimentation des choses et de l'abstraction des phénomènes. Dans ce monde rénové par la raison, l'idée de Dieu est évidemment profondément changée. D'ailleurs, dès la fin du XVIIe, Saint-Evremond a écrit « Tout est changé ». La plupart des Lumières, d'ailleurs, ne renient pas du tout l'idée divine, mais leur Dieu a cessé d'être celui du péché originel, de la rédemption et encore plus des miracles, qui évidemment ne répondent à aucune expérimentation. Newton, Locke et à leur suite Fontenelle, Voltaire, d'Alembert, Lessing, l'Aufkläreur, Lessing et bien d'autres déchiffrent au travers de l'expérimentation et du calcul la seule trace de Dieu derrière l'ouvrage de l'univers. Dieu a donc créé le monde, c'est certain, mais il s'en est retiré en laissant le mécanisme qu'il a conçu pour le monde. Et l'homme est capable de concevoir le monde à son tour. Dieu, c'est le mécanicien qui a organisé le fonctionnement rationnel de l'univers et l'a laissé ensuite fonctionner tout seul. Donc l'univers est autonome. Aussi le déisme prend-il nécessairement la place du Dieu théologique de la chrétienté. Nécessairement parce que la tradition, d'une part, s'est trompée sur la marche de l'univers, nécessairement aussi parce que l'autorité divine n'a que trop couvert aux yeux des Lumières, qui se rappellent notamment les guerres de religion, donc n'a que trop couvert la tyrannie du fanatisme sanglant. Cette religion tartuffesque, de quel droit en effet tient-elle pour méchants des croyants différents ou des athées vertueux ? Il n'est pas plus étrange qu'un athée, s'interroge Pierre Bell, le fondateur de la critique historique, et il s'interroge dès la fin du XVIIe. Donc il n'est pas plus étrange qu'un athée vive vertueusement qu'il n'est étrange qu'un chrétien se porte à toutes sortes de crimes. Si nous voyons tous les jours cette dernière espèce de monstre, pourquoi croirons-nous que l'autre est impossible ? La superstition dogmatique plonge la société, aux yeux des Lumières, dans le chaos spirituel et l'accommodement moral. En outre, pour un Diderot, le dogme n'est pas simplement l'ignorance pure et simple, mais l'ignorance qui veut se donner pour vérité et qui veut s'imposer pour vérité. Or, le préjugé fondamental qui non seulement nourrit la complaisance à l'égard des vices et des maux, le préjugé fondamental qui humilie les travaux de la raison a un nom. C'est le dogme du péché originel.
a posé l'homme mauvais, on l'avilit et on le châtie pour le plus grand bénéfice des tyrans. L'humanité n'est point si dégradée qu'elle ne puisse lutter pour bâtir un monde meilleur. Par cet appel à la lutte, les Lumières abattent l'augustinisme politique et moral. En effet, toutes les Lumières, vraiment toutes, parce qu'elles sont en fait très diverses et elles peuvent s'opposer sur divers sujets. Donc toutes les Lumières de Voltaire à Rousseau, en passant par les encyclopédistes, se révoltent contre l'hypothèse hideuse d'une perversion originelle de la nature humaine, de la volonté humaine. Le mal existe entre les hommes. Cependant, il n'est nullement ontologique, il n'est nullement une plaie native. Les maux procèdent seulement du développement empirique de l'homme. Ainsi, Rousseau écrit « Tout est bien », il écrit ça dans l'Émile, « Tout est bien en sortant des mains de l'auteur des choses. Tout dégénère entre les mains de l'homme. » Cette chute ne provient donc pas d'une créature fabulée, le mythe d'Adam, mais de l'individu historique. Donc l'homme aussi apparaît comme un être historique. C'est une révolution là aussi. L'homme éprouve des maux parce que vivant en société, il y subit le jeu des passions. Mais en revanche, l'homme éclairé, lui, travaille à se redresser par le gouvernement social de la raison. Une fois donc le péché originel devenu insensé, l'idée de la religion fondatrice perd son sens. C'est à la religion désormais d'être justifiée par la raison. La religion, comme l'a bien dit Kant, n'est légitime que dans les limites de la simple raison. Elle devient ainsi la religion naturelle de l'humanité. Cultivant le perfectionnement humain, car il est possible à l'homme de se perfectionner, puisqu'il échappe désormais au péché originel, cette religion jouit d'une dimension là vraiment universelle. Si un culte exprime un ethos et non un pathos, si ce culte est utile au progrès moral et matériel, il bénéficiera alors de la tolérance publique. Par conséquent, la conscience civile et morale gardera une primauté absolue sur tout commandement menaçant les Écritures. D'où ce précepte herméneutique de Pierre Bell, qui est très actuel, vous verrez, tout sens littéral qui contient l'obligation de faire des crimes est faux. Je répète, tout sens littéral qui contient l'obligation de faire des crimes est faux. Et je demande, qu'est devenu ce principe dans l'état actuel qui est si complaisant à l'égard de l'obscurantisme coranique? Donc, le sens littéral, il ne faut pas le suivre s'il s'écarte de la raison. En somme, comme les Lumières ne prétendent pas détenir le savoir de la totalité, les religions restent libres de le revendiquer, ce savoir, mais à la stricte condition de ne pas contrarier l'exercice social universel de la raison, du paradigme scientifique, de l'organisation rationnelle de la société. Ainsi, le croyant, épuré de la superstition, sera libre de vivre sa foi, et d'ailleurs souvent le christianisme s'est adapté, sera libre de vivre sa foi comme un chemin existentiel, ce qu'avait compris d'ailleurs en quelque sorte déjà Pascal. J'en viens maintenant à la conception de la nature. Donc la nature, elle aussi, sera conçue. L'univers, une fois créé, je le répète, par le mécanicien divin, fonctionne de manière autonome. La nature, que désigne-t-elle alors? Elle désigne l'ensemble des mécanismes ou des processus qui maintiennent la cohésion permanente de l'univers et de la vie. Elle requiert donc une étude scientifique. Elle demande donc des méthodes propres, évidemment sans recourir à de quelconques causes divines qui seraient internes aux choses. Ainsi, Linné, Buffon, Jussieu, Diderot, Maupertuis, Lamarck, Lacépède inventent les sciences naturelles
invente les sciences de la vie. Et le public applaudit cette nouvelle approche de la nature. Les ouvrages de Buffon et de Linné, par exemple, connaissent de multiples rééditions, je dirais, se vendent comme des petits pains. J'ai parlé tout à l'heure du microscope. C'est absolument fondamental. La puissance visuelle de l'homme est considérablement augmentée. Donc, avec l'expérience du microscope, mais aussi avec toutes les expéditions scientifiques à travers le monde, les paysages de la vie, les paysages de la nature se sont démultipliés. Donc, ça a totalement invalidé l'héritage d'Aristote. Le Suédois Linné, Carl von Linné, élabore alors une nouvelle science unitaire de la vie. Au moyen de l'observation et de la classification, il dresse, c'est la première fois, une nomenclature universelle des spécimens de minéraux, de végétaux, d'animaux, qu'il baptise Systema Naturae. Ça, c'est en 1735. Et là aussi, il y a un événement tout à fait inouï. Tout à fait inouï. Parce que pour la première fois dans l'histoire humaine, l'homme apparaît dans le système conçu à nouveau comme un primate. Un pas énorme suit avec Buffon qui étudie les squelettes et les fossiles. Et ce primate que vient d'élaborer conceptuellement Linné procède de l'histoire naturelle des espèces. Donc c'est fini aussi le récit biblique. L'être humain n'est donc plus seulement dans la nature, il est de la nature. Le récit des espèces recouvre le récit biblique de la création. D'ailleurs, évidemment, ça n'a pas plu à l'époque à l'autorité cléricale et Buffon a été blâmé, mais très apprécié, très soutenu quand même par Madame de Pompadour et notamment par Joseph II d'Autriche. Buffon ayant aussi prouvé l'extinction des espèces, à travers notamment l'analyse des fossiles, Lamarck s'affranchira bientôt du dogme de leur immutabilité et permet la naissance de l'évolutionnisme. La nature a donc une histoire. Partant, si tout se transforme, la matière peut apparaître alors comme une puissance vive. Et là, c'est un autre versant des Lumières qui apparaît, c'est la conviction de l'école matérialiste des Lumières, qui apparaît au sein des Lumières. Elle n'est pas majoritaire. Pourquoi recourir en effet à l'idée d'un Dieu créateur quand la théorie corpusculaire et ses combinaisons d'atomes suffit à expliquer le mouvement de la vie? Les théoriciens matérialistes, il y a Diderot, il y a d'Holbach, il y a Maupertuis, qui est président de l'Académie des sciences à Berlin, protégé par Frédéric II de Prusse. Et Diderot, donc, a cette phrase révolutionnaire à propos justement de l'évolution de la vie, qui tourne le dos au fixisme ontologique des antiques et des scolastiques. Et Diderot écrit « La nature est encore à l'ouvrage ». Donc, c'est-à-dire que la nature travaille. Renonçant à l'idée de création, donc les Lumières, par contre, conservent celle de Genèse, d'un devenir des formes dans le temps. Dès lors, la nature humaine est vraiment, si on peut le dire, naturalisée. L'homme est conçu en tant qu'organisme qui se métamorphose dans un milieu naturel ou social. Et cette naturalisation, si je puis dire, nous en avons bénéficié, parce qu'elle permet bientôt l'émergence d'une véritable conscience médicale, avec les sciences et les techniques qui s'en suivent. Plus largement aussi, l'exigence d'hygiène publique naît avec les Lumières. Comme on le voit, l'étude des Lumières débouche toujours sur l'action civile. Le savoir avec les Lumières est désormais productivité, c'est une praxis. Force motrice de l'action, et non pas de contemplation, la raison donc nous apprend à faire usage de la vie. À mesure que l'homme sait expérimenter la réalité, il sait produire les idées, lesquelles donc ne sont pas innées, les idées qui lui servent à bâtir sa demeure sur ce monde, dans ce monde. Ainsi, pour Locke, qui est fondamental également pour comprendre la lumière, la conscience humaine
et sans cesse au travail de soi, afin de parfaire son humanité. Hegel fera un écho bien plus tard à ce genre, à ce travail de la conscience. L'homme est compris donc comme un système non pas du tout fixe, mais c'est un système organique qui est ouvert à l'avenir. Loin d'être fixé à une substance, il devient en tant que forme plastique. Et là, les Lumières d'ailleurs continuent un peu, beaucoup même, Pic de la Mirandole, Giordano Bruno, de la Renaissance. Il devient même si bien une forme plastique que Diderot écrit cette phrase prophétique: on peut envisager l'hypothèse d'un changement de forme de cet être qu'est actuellement l'être humain. Donc l'idée d'un perfectionnement et d'une mutation possible de la plastique humaine amène logiquement, évidemment, le thème central de la modernité, qui est celui du progrès. Il faut saisir alors comment ce thème est nécessaire. Il n'est pas du tout contingent, il est nécessaire à la pensée des Lumières et à leur dynamique historique. Le motif du progrès relève du sens du temps et de l'activité humaine. En effet, comme nous l'avons vu, la tradition et son autorité ont failli. On en doute profondément. Certains même disent qu'elles ont trompé les esprits. Au grand malheur de Bossuet, l'histoire providentielle du salut ne donne plus sens à l'expérience humaine. Donc il y a un effondrement du sens avec la chute de l'ordre de la tradition. Donc il y a une tâche historique que doivent accomplir les Lumières. C'est de répondre à cette perte du sens commun, étant donné que la tradition de la transcendance a failli. Donc le sens commun naîtra du seul travail, du travail dans et sur l'immanence des choses. Mais loin d'y viser une pure survie, le bâtisseur des Lumières y fera fleurir une humanité verticale et lumineuse. Donc, le Dieu jaloux retiré, le péché originel évacué, tout cela fait que le présent sera dès lors évalué en termes de dynamique historique vers un avenir supérieur, parce qu'issu d'une conscience de soi supérieure, parce qu'adulte, cultivée et instruite. Cet impératif vers un surplus d'intelligence, de puissance et de richesse définit le progrès. L'historicité de l'existence humaine et l'efficacité humaine trouvent leur sens dans l'axe du progrès. Je rappellerai également d'ailleurs que cet idéal du progrès n'est pas nouveau. Les Lumières restaurent ici la culture d'une floraison humaine qui était déjà présente chez les Romains. Horace, Cicéron, Sénèque, par exemple. La progression liée à la culture est très importante chez eux. Cette floraison aussi a été retrouvée par les humanistes renaissants, célébrant la dignité et l'excellence de l'homme. Mais en fait, les Lumières sont surtout influencées dans cette notion de progrès par la rupture axiologique qu'un siècle plus tôt également a produite Bacon. C'est Bacon qui a en fait appelé, Francis Bacon, qui a appelé les Anglais à se détourner du ciel pour gagner la science empirique de la Nouvelle Atlantide. Et Georges Gusdorff n'hésite pas à écrire « La lecture baconienne du devenir apparaît décisive car elle a défini le programme de la civilisation occidentale qui a pris à son compte l'œuvre de transformation du monde proposée par l'auteur du Novum Organum, Francis Bacon. Il s'agit dès lors de transformer le monde pour atteindre l'excellence humaine. En outre, il y a, je dirais, une identité entre cette démarche historique de cet idéal de progrès et tout simplement la démarche de la science. La science même implique l'idée de progression.
La science moderne progresse parce que justement, elle n'est pas un savoir absolu de la totalité, mais c'est tout le temps une expérience des limites. En délaissant la connaissance, non la possession de l'absolu, les Lumières vont ainsi lire à jamais, dans la conscience moderne, la notion directrice de progrès est celle de relativité. Leur épistémologie implique en effet que, sitôt acquise par l'analyse, toute vérité scientifique jouit seulement d'une validité relative, et elle reste toujours susceptible d'être dépassée ou annulée dès lors que la raison a progressé dans son analyse. Chaque principe obtenu constitue une simple étape dans la progression illimitée du savoir rationnel. Progression illimitée parce que justement chaque étape est limitée. Nous n'en avons jamais fini d'expliquer le monde phénoménal. Donc je me répète, il ne s'agit pas du tout de connaître le pourquoi des choses, mais le comment. Selon le fameux mot de l'Aufklärer Lessing, le pouvoir de la raison réside non dans la possession de la vérité, comme le prétendaient les scolastiques ou même les antiques, mais dans son acquisition. C'est là, également une chose très importante, c'est là toute la différence entre l'encyclopédie de Diderot et par exemple la somme théologique. La somme théologique scelle la totalité notionnelle du cosmos fini créé par Dieu. L'encyclopédie, elle, se contente de récapituler les acquis scientifiques d'une époque en les concevant comme un tremplin vers de nouveaux acquis. Ce n'est pas du tout la même posture, ce n'est pas du tout le même paradigme. En même temps, l'idée de progrès, alors là aussi on le dit souvent, c'est tabula rasa, les Lumières, c'est la catastrophe, etc. Pas du tout. Cette idée de progrès sauve en outre le passé. Pourquoi ? Parce qu'elle contient l'idée de civilisation. À ce sujet, examinons donc la querelle des anciens et des modernes qui sévit à la fin du XVIIe. Charles Perrault affirme ainsi la supériorité des modernes sur les anciens sur tous les plans. Je le cite. Donc ils avaient déjà une haute conscience du pas qu'ils étaient en train de faire. Perrault souligne combien la connaissance des choses naturelles s'est augmentée depuis le commencement de notre siècle, où par le secours des télescopes et des microscopes, on a découvert une espèce d'immensité dans les grands corps et dans les petits qui donne une étendue presque infinie à la science qui les a pour objet. Pour les Lumières, nous sommes plus civilisés que les anciens parce que la raison cumule les acquis de notre passé spirituel. La civilisation désigne donc cette succession historique des esprits, succession au fil de laquelle la raison humaine, en général, s'est perfectionnée selon le mot de Voltaire. Ainsi, loin de renier les géants du passé, les Lumières invitent à les cultiver, à les reprendre, à les étudier, mais afin de les dépasser. Leur raison donc est toujours jeune de l'avenir, mais elle est également toujours mûre du passé. Dès lors, l'humanité est conçue tel un grand corps spirituel croissant au fil des âges. Là, je cite Fontenelle. Un bon esprit cultivé de notre siècle est, pour ainsi dire, dit Fontenelle, composé de tous les esprits des siècles précédents. Ce n'est qu'un même esprit qui s'est cultivé pendant tout ce temps-là. Donc les Lumières instaurent une tradition eux aussi, la tradition de la culture. Les Lumières refondent le sens de l'homme autour d'un temps génétique, lequel axe l'humanité autour donc d'une praxis continue et progressive. Toutefois, les Lumières ne sont pas idéalistes, comme on pourrait le penser, des utopistes. Ils nuancent bientôt leurs propos. Les Lumières ne promeuvent pas l'utopie d'un individu qui retrouverait sa bonté à la fin de l'histoire.
l'histoire pour les Lumières, l'histoire événementielle des individus restera toujours soumise à l'empire des passions. Kant ne s'illusionne pas ainsi sur la méchanceté humaine. Je le cite, une phrase connue, « Le bois dont l'homme est fait, écrit-il, est si noueux que l'on ne peut y tailler des poutres bien droites. » Le progrès donc ne concerne pas l'individu borné à ses appétits. Il concerne l'espèce. Le tout étant plus que la partie, le progrès s'aperçoit dans l'amélioration de l'espèce et se perd dans l'observation anecdotique de l'individu. Le progrès a lieu seulement du moment qu'une communauté humaine s'organise selon une exigence rationnelle. Et l'exemple pour Kant est bien évidemment la Révolution française, car elle témoigne d'un travail entre la réalité et le progrès humain, un travail de la conscience politique, sociale et scientifique qui travaille donc sur la réalité. Les Lumières donc n'annoncent pas que les mots vont disparaître, mais elles enjoignent aux citoyens de ne pas les subir fatalement ou plaintivement. C'est la logique de l'abandon du péché originel. Il appartient aux citoyens de progresser collectivement pour se dépasser. Je vous ai dit que les Lumières étaient parfois très opposées et très différentes. Et juste, à propos de là, justement, il y a un fossé énorme entre les Lumières. Ainsi, Morelli, Mably et Rousseau s'opposent à ce discours. À leurs yeux, la civilisation signifie corruption et oppression. Dans ces discours, l'un sur les sciences et les arts et l'autre sur l'origine de l'inégalité, Rousseau argumente pour montrer que le progrès, flattant la propriété abusive, engendre la corruption des âmes et l'inégalité sociale. Donc Rousseau est opposé totalement à la notion de civilisation et même donc de progrès. Il invente ensuite la fiction de l'état de nature et il appelle les citoyens à se libérer pour restaurer l'individu dans sa pureté primitive par le contrat social. C'est pas qu'il revient à l'état de nature, hein, mais c'est une autre existence, mais qui sera pure par le contrat social, mais qui n'est pas issue du progrès. L'homme se régénérera virtueusement par la vertu au sein d'une société neuve, spartiate, issue du contrat social. Donc ces auteurs, Morelli et Mably, sont encore plus radicaux, parce que Morelli notamment propose un système communiste. Donc ces auteurs, ils exaltent les origines. Ces auteurs donc sont des primitivistes qui voient une déchéance là où les Lumières comprennent une augmentation, les autres Lumières. Progrès, il faut le souligner, progrès et émancipation sont donc opposés. On connaît alors la réplique célèbre de Voltaire, mordante, au discours de Rousseau. Voilà ce que dit Voltaire. « On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. » Voilà la célèbre phrase de Voltaire contre Rousseau. Néanmoins, tous ces gens, malgré leurs divergences, s'accordent sur un point, l'obligation d'éduquer la nation. L'éducation constitue le cœur d'une politique éclairée, le cœur de la politique des Lumières. L'éducation peut tout, dit même Helvétius. Les hommes, dit Locke, sont ce qu'ils sont par l'effet de leur éducation. C'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Le progrès civilisateur passe nécessairement par l'instruction des citoyens. Et Diderot affirme « Instruire une nation, c'est la civiliser. Y éteindre les connaissances, c'est la ramener à l'état primitif de barbarie. »
L'idée d'instruction publique est donc une idée tout à fait nouvelle qui est propre aux Lumières. Et en 1763, l'encyclopédiste La Chaloté écrit un ouvrage qui s'appelle « Essai d'éducation nationale », et je le cite, où il revendique pour la nation une éducation qui ne dépende que de l'État, parce qu'elle lui appartient essentiellement, parce que cette nation a un droit inaliénable et imprescriptible d'instruire ses membres, parce qu'enfin les enfants de l'État doivent être élevés par les membres de l'État. Les Lumières affirment totalement la prérogative de l'État en matière d'éducation. C'est un impératif patriotique. Le jésuite ne doit pas garder le monopole de l'éducation, car il transmet l'obscurantisme et encore plus l'allégeance à Rome. Et La Chaloté s'interroge, comment a-t-on pu penser que des hommes qui ne tiennent point à l'État, des hommes qui sont accoutumés à mettre un religieux au-dessus des chefs d'État, leur ordre au-dessus de la patrie, seraient capables d'élever et d'instruire la jeunesse du royaume. Instruction publique et éducation vont donc nécessairement de pair. Charles Duclos, également en 1754, appelle à élever des hommes qui, dans quelque profession que ce fût, commençassent par être des patriotes. Dès lors qu'ils font la nation, les citoyens doivent apprendre à être responsables du progrès commun, cependant, pendant qu'ils en apprennent les savoirs. L'idéal patriotique amène logiquement l'idée aussi d'égalité devant l'éducation. Autre révolution mentale des Lumières. D'Holbach, dans son ouvrage « L'éthocratie », invite ainsi Louis XVI à instituer l'éducation généralisée et à s'appuyer sur des citoyens formés à l'État. Et je le cite, « en raison des avantages qu'ils procureront à la patrie ». L'exercice par le citoyen d'un jugement éclairé oblige à rendre la raison populaire, demande également Condorcet, selon le mot de Condorcet. Et à cette fin de la rendre populaire, Condorcet prescrit d'organiser l'instruction publique, une instruction publique ouverte à tous, quelle que soit leur origine sociale. Faute de celle-ci, le progrès moral et matériel de la patrie connaîtra d'ailleurs des reculs, reconnaît Condorcet. Et là également, il y a quelque chose de fondamental, c'est que l'éducation nationale qu'il souhaiterait obligatoire bouleverse, remembre de fond en comble l'ordre axiologique, l'ordre des valeurs de la société. La distinction sociale relèvera désormais du travail et de l'utilité commune, non plus de la naissance. Prélats, moines, nobles, tous des oisifs, sont tenus pour inutiles, voire méprisables. Le propos suivant d'ailleurs de Rousseau dans l'Émile est révélateur. « Un métier à mon fils » s'écrie la mère de l'enfant. « Monsieur, y pensez-vous » ? « Donnez un métier. »« J'y pense mieux que vous, madame, » répond Rousseau, qui voulait le réduire à ne pouvoir être jamais qu'un lord, un marquis, un prince, et peut-être un jour un moins que rien. Moi, je veux lui donner un rang, qu'il ne puisse perdre un rang qui l'honore dans tous les temps. Les Lumières donc célèbrent le travailleur, parce qu'il acquiert sa dignité par sa propre puissance, par son concours au perfectionnement général. Ceux qui tiennent leur être, qui pensent être, donc qui tiennent leur être des préjugés de l'ordre, ne méritent aucune estime. Ils ne travaillent pas. Donc l'ordre traditionnel abaisse l'homme. Et il abaisse d'autant plus l'homme, on s'en rend compte dans l'administration de la justice. Sa justice barbare abaisse l'homme. Et les Lumières, Voltaire en tête, ne cesseront de militer pour fonder la justice sur de nouvelles bases. Et c'est en 1764 que l'Italien, le marquis de Beccaria, publie un ouvrage, Des délits et des peines,
qui fut décisif dans l'élaboration moderne de la justice pénale. Le Milanais, dans son ouvrage, dégage plusieurs principes de justice. La justice doit se rendre libérée de tous les préjugés d'appartenance, de tous les préjugés de classe et d'appartenance religieuse. Il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, les protestants et les juifs en France n'avaient pas de statut civil. L'individu est responsable par soi, non par assignation identitaire. La justice se rendra non en arrachant des aveux par la torture, mais en recherchant des faits qui, rationnellement ordonnés, produiront des preuves valides. En outre, il n'y a de délit que condamné par la loi. Et aucune loi ne saurait être rétroactive. La peine juste doit être aussi nécessairement proportionnée au délit. De plus, Beccaria est opposé à la peine de mort et il démontre également l'iniquité de la torture parce que parmi tous les torturés, il y a beaucoup d'innocents. Donc on a supplicié des innocents. La fortune est évidemment, l'ouvrage connaît une fortune énorme et certains de ces principes seront écoutés, non pas en France, mais par les despotes éclairés. Un autre sujet fondamental, c'est comment passer de sujet à citoyen. Les Lumières alors répondent par la conscience d'un droit indépendant de tout pouvoir transcendant. Elles partent de la pensée de Grotius, du XVIIe encore. Selon Grotius, tout individu qui a été très important dans l'élaboration du droit des gens, qui a permis aux monarchies également de s'affranchir de l'arbitrage du Vatican dans les oppositions entre royaumes de l'Europe. Donc, selon Grotius, tout individu jouit du droit naturel au sens que ce droit ne tient pas sa validité de l'arbitraire divin ou du pouvoir d'État. Non. Ce droit tient d'une exigence rationnelle de justice que chacun peut expérimenter dans son fort intérieur. Ainsi que l'avance Montesquieu dans les lettres persanes, le juste est universel parce qu'inscrit dans la nature des choses, il est inscrit dans les rapports nécessaires entre les individus. Donc, c'est fondamental d'ailleurs jusqu'à nos jours. Hein. La théorie du droit naturel pose par conséquent qu'en amont des lois civiles existe indépendamment une loi naturelle. Loi de la raison qui détermine chaque homme à vivre libre et à assurer sa conservation et son développement. Cette loi nourrit l'exigence de justice universelle. Et à son écoute, les hommes, du coup, prennent conscience de leurs droits et de leur situation de réciprocité. Donc nous n'avons nullement affaire à des individus solitaires enfermés dans leur bulle. Ils sont impliqués toujours dans un rapport à autrui. Ils ont des droits et ils reconnaissent ceux d'autrui. C'est une situation de réciprocité. D'un côté, ainsi, la liberté s'assure par la reconnaissance mutuelle des droits de chacun, et de l'autre, la réciprocité de la liberté entre les citoyens fonde l'égalité politique. L'encyclopédiste Jaucourt écrit donc « Puisque la nature humaine se trouve la même dans tous les hommes, il est clair que selon le droit naturel, chacun doit estimer et traiter les autres comme autant d'êtres qui lui sont naturellement égaux, c'est-à-dire qui sont hommes aussi bien que lui. » Toutefois, ce principe égalitaire est simplement régulateur. Il assoit la dignité humaine et la solidarité humaine dans la société. Cela veut dire que malgré les différences de conditions, tout individu doit être traité également devant la loi positive. Mais ce principe ne vise en rien cette chimère de l'égalité absolue, précise Jaucourt. Et pour Diderot,
l'entière égalité constitue même peut-être le principe de dissolution de tout gouvernement démocratique. L'égalitarisme nuit à la reconnaissance des talents utiles à la société et mène à la décomposition politique. Les droits naturels, donc, sont imprescriptibles, inaliénables, parce qu'irréductibles. En effet, une fois conscient que je suis devenu conscient que je suis né libre et égal, j'acquiers le droit d'être en sûreté et d'être propriétaire. Je ne puis tolérer la contrainte d'autrui et l'atteinte à ma personne. Là aussi, il y a d'ailleurs souvent une confusion. On pense que les Lumières, Locke notamment, défendent la propriété au sens du bien qu'on possède. Pas du tout. Ça, c'est tout à fait secondaire. On est d'abord propriétaire de soi. Les deux droits se conditionnent, c'est la propriété qui est fondatrice. À suivre Locke, ma personne est particulière. Elle m'a été donnée à moi seul par Dieu. Elle est donc ma propriété, sur laquelle j'ai seul des droits. En outre, comme je suis un travailleur, je possède des droits inaliénables sur le travail et l'ouvrage de mon organisme. En effet, dès que je mêle mon travail à un objet de la nature, j'y joins quelque chose de moi-même. Et de ce fait, je me l'approprie. Du coup, le fruit de mon travail, précise Locke, exclut le droit commun des autres hommes. Pour la majorité des Lumières, c'est le travail qui fait la propriété, non le consentement express de tous. On voit ici comment les Lumières protègent donc la liberté de penser et de s'exprimer de toute majorité religieuse ou idéologique. Je suis propriétaire de mon opinion et je n'ai pas besoin, pour parler librement, d'être autorisé par une majorité à dire ce que j'ai à dire. Cependant, d'après Locke, 3 impératifs limitent la propriété. Donc là, je parle cette fois de la propriété matérielle. Ce qui reste aux autres doit suffire en quantité et en qualité à la vie d'autrui. L'utilisation du fruit obtenu doit éviter tout gaspillage. Et surtout, pas surtout d'ailleurs également, toute propriété matérielle qui n'est pas cultivée tombe dans la possession générale. Les Lumières reconnaissent également que l'exercice des droits naturels a besoin de la loi civile et donc de la puissance publique. Mais cette fois, l'autorité politique sera fondée autrement que sur la mythologie de la tradition ou le naturalisme de la force, comme chez Machiavel par exemple. Les Lumières ont alors le génie d'inventer ces fictions de la raison politique que sont l'état de nature et le contrat social. Ce sont des fictions, ils le savent. Ces fictions expriment la productivité progressive de la conscience. Le pacte social ne naît pas, d'ailleurs, d'un désir particulier de l'individu, mais parce que cet individu est capable de se dépasser par la conscience vers la volonté générale. Parce qu'il a conscience d'une volonté générale. Il dépasse sa conscience privée et individuelle. C'est un travail encore. Écoutons Diderot. La volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l'entendement qui résonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable et sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui. C'est donc toujours l'interaction entre les hommes chez les Lumières. Les législations positives doivent être des imitations concrètes des normes abstraites explicitement décrétées par la volonté générale de l'espèce humaine. À la lumière de cette volonté générale, donc, le gouvernement juste, celui qui sera juste, sera nécessairement institué par une convention d'individus conscients de leurs droits. Par ce contrat, la société naturelle devient un corps politique dont la volonté générale anime mécaniquement le souverain législateur qu'elle a institué. Donc ce souverain ne gouvernera pas selon son bon plaisir.
bien public, le gouvernement, écrit Diderot, ne peut jamais être enlevé au peuple, à qui seul il appartient essentiellement et en pleine propriété. Du coup, le souverain est uniquement autorisé par le peuple, par les citoyens, à transcrire dans la loi positive la loi naturelle qui exige le respect et la protection des droits. Les lois positives sont obligatoirement faites en vue du bonheur de citoyens majeurs et elles n'ont pas à être faites pour corriger des individus mineurs. Ainsi, aux yeux du citoyen, l'État fonctionne comme une créature dont il est l'auteur. L'État n'est pas une autorité tutélaire. L'auteur, c'est le peuple. Donc, l'État n'a rien de transcendant et de tutélaire, malgré son pouvoir exécutif. Pour Locke, Diderot, d'Holbach, donc ce n'est pas en fait tant la souveraineté du peuple, là il y a une différence avec Rousseau, qui importe, mais son autorité. Le souverain est sous la surveillance permanente de l'autorité populaire. S'il conspire à ruiner les droits de l'homme, alors sonne l'heure de la résistance civique. Locke est très clair là-dessus. Ainsi, la communauté conserve toujours le pouvoir suprême de se soustraire aux entreprises de quiconque, s'en prenant aux libertés et aux biens des sujets. Dès lors, chaque fois que quelqu'un tentera de les réduire à une condition d'esclaves, ils auront toujours le droit de se défendre et celui de se débarrasser de ceux qui violent la loi fondamentale, sacrée et immuable de la sauvegarde personnelle qu'ils ont voulu assurer en rentrant en société. Donc si l'État entreprend de comprimer la liberté, c'est lui qui rentre en guerre contre son auteur, le peuple, et c'est lui qui mérite d'être traité comme un rebelle. L'autorité politique et morale du peuple prime sur la souveraineté constituée. Et un exécutif, donc, sage et juste, reposera toujours sans doute sur l'art de ne pas trop gouverner. En somme, je pointe à nouveau une divergence au sein des Lumières. Les Lumières, beaucoup de Lumières sont loin d'être obnubilées par la souveraineté démocratique. D'ailleurs, il y a cette remarque de Bell, il ne faut pas compter les voix, il faut les peser. La majorité des Lumières ne pense pas comme Rousseau que l'homme est un être bon et solitaire, souillé ensuite par la société. En fait, ils ne sont pas si éloignés d'Aristote, en postulant d'abord que l'homme est un être social, voué au conflit ou à la coopération. Et c'est Diderot, cette fois-ci, qui attaque Rousseau. Que dit Diderot à Rousseau ? Il n'y a que le méchant qui soit seul. Et il lui fait remarquer que la rationalité et le sentiment du juste ne peuvent émaner que de l'expérience collective. Ainsi, les mythes de l'origine perdue, de l'homme intérieur, de l'humanité retrouvée, relèvent d'un individualisme pieux qui est contraire à l'esprit de la majorité des Lumières. Il faut d'ailleurs savoir que Rousseau a été élevé dans un milieu piétiste, en Suisse. L'esprit des Lumières n'a rien d'individualiste, car il est tout en extériorité sociale, historique et politique. L'individualisme dont on parle, l'intimisme, l'individualisme, il faudra attendre le romantisme pour ça. D'ailleurs, Rousseau a fortement influencé le romantisme. Pour les Lumières, l'essentiel est que le peuple reste vigilant sur l'exercice de ses droits. C'est l'essentiel. Ainsi, d'Holbach souhaite des lois sensées, soutenues par toute la force de la société, qui continssent également les chefs pour les empêcher d'user de la liberté. Au fond, l'ambition lucide des Lumières privilégie l'éthique du moins pire plutôt qu'une religion politique de la pureté et de la vérité. Les Lumières ne sont pas du tout des absolutistes en matière politique. Aussi, les Lumières se sont satisfaites du despotisme éclairé.
le prince éclairé veille en effet aux soins de son peuple. Cela par amour pour l'humanité, par philanthropie, car lui-même se sait humain et non de droit divin. La philanthropie, concept important dans la politique des Lumières, elle n'a rien d'un acte de charité qui a été destiné à gagner le salut. La philanthropie procède d'une conscience de la solidarité sociale des existences. Elle désigne une vertu qui rend l'individu bienveillant pour tous les autres êtres humains. La philanthropie, elle consacre la socialisation de l'existence et elle manifeste le sentiment d'une coadhérence universelle des intérêts humains, selon l'expression de Mirabeau. Coadhérence universelle des intérêts humains. Du coup, l'État également donc doit agir par bienfaisance, selon le mot créé par l'abbé de Saint-Pierre. Passant de la charité à la bienfaisance, le service du prochain devient donc une affaire de société et d'État. Majeur et digne, le citoyen s'érige seul responsable du bien social. Comme le dit l'encyclopédie, ce n'est point une simple bonté d'âme qui caractérise les hommes bienfaisants. C'est une raison supérieure qui les perfectionne. Il faut regarder tous les hommes comme ses amis, ou plutôt comme membres d'un tout dont on fait soi-même partie. Rien d'individualiste à nouveau là-dedans. Et Voltaire poussa par de dire « il faut rendre service, le juste et bienfaisant ». Une fois qu'il est socialisé, le bien commun qui était alors jusqu'alors défini et servi par l'Église devient le bien public. La santé, l'hygiène, la lutte contre la pauvreté et contre l'ignorance relèvent désormais du gouvernement qui assure la totalité des fonctions sociales dans l'espace national. Le pouvoir clérical est marginalisé désormais par l'autorité civile. Mais le prince éclairé détient aussi une responsabilité à l'égard du genre humain. Il doit en effet favoriser l'expansion de la raison civilisatrice et la paix entre les nations. Telle est la cosmopolitique des Lumières, terme qui semble abhorré par beaucoup de nos jours. Donc cette cosmopolitique est logiquement exigée par le progrès du genre humain, c'est tout à fait logique. Les auteurs des Lumières, d'ailleurs, aiment à se qualifier de citoyens du monde. Le monde est ma patrie, promouvoir la science est ma religion, proclamait déjà le savant néerlandais Christian Huygens à la fin du XVIIe. Mais est-ce du mondialisme? Mais dans son esprit à Huygens, de quel monde s'agit-il? En fait, il s'agit du monde objet de connaissance et du monde de ceux qui le bâtissent comme tel. La cosmopolitique, c'est la République universelle, c'est celle de la République universelle des lettres et des sciences, loin des foules asservies à leurs préjugés. Les hommes de mérite de quelque nation qu'ils soient, écrit Duclos, n'en forment qu'une entre eux. Ils sont exempts d'une vanité nationale et puérile. Ces hommes doivent coopérer donc entre eux pour former une humanité libérée des préjugés agressifs. Partant, l'État n'éduquera pas la jeunesse dans l'horizon borné du chauvinisme, mais l'ouvrira aux cultures des nations. Pour les Lumières, patriotisme et cosmopolitisme n'ont rien de contradictoire, mais tout de complémentaire. Chaque patrie est une voie inaliénable pour édifier l'humanité. L'Aufklärer Herder, qui militait pour promouvoir l'unité et la culture allemande, le fait toujours dans le cadre de l'humanité. Fichte, au XIXe siècle, également, appellera à la formation d'une nation allemande qui devra être excellente dans justement la réalisation de l'excellence humaine. Bon, la dynamique du progrès repose donc sur l'émulation civilisatrice entre les nations.
Donc nous voyons ici que l'humanité des Lumières n'a rien de biologique et que c'est une idée directrice de la raison créatrice, pour paraphraser Kant. Et là, par rapport à notre époque, il faut comparer. Donc cette idée de cosmopolitique est évidemment à l'opposé de l'idéologie actuelle du mondialisme et du métissage, laquelle relève d'une bestialité politique envers mimétique de la monnaie hitlérienne. Homme de raison, d'évaluation et de sélection, les Lumières abomineraient toute obligation de mélange avec des populations moins avancées ou abruties de superstition. Lire le Mahomet, d'ailleurs, de Voltaire suffit à s'en convaincre. Les Lumières tiendraient le démocratisme biologique pour une insanité politique. L'humanité propre à tout homme ne signifie pas en effet qu'elle y est consciemment au travail de soi. Le développement historique est différent selon les cultures. L'individu persécuté doit certes être accueilli et protégé, mais il gardera nécessairement son lieu propre pour se développer. Ainsi, Kant justifie le droit d'asile, mais il refuse le droit d'établissement. On élèvera donc l'humanité par la seule médiation des patries. Bon, il y a des divergences entre les Lumières, je voulais vous préciser quand même, j'ai parlé du contrat, etc., que Bell est farouchement opposé à l'idée du contrat social, il est favorable à la monarchie absolue. Hume, Adam Smith, Voltaire, Montesquieu n'accordent pas plus d'importance à la théorie du contrat. Hume, par exemple, et Smith disent qu'il y a une sympathie naturelle entre les hommes, et donc ils se réunissent pour ça. Les utilitaristes nient même l'idée de droit naturel. Pour Bentham, c'est une pure absurdité théorique. Il n'y a de droit pour Bentham que prononcé par la loi. D'ailleurs, sous la pression des utilitaristes, l'étude de Locke est proscrite des universités anglaises en 1795. Et de son côté, Rousseau, à partir de prémices tout à fait différentes, semble bien penser lui aussi qu'il n'y a de droit que né du contrat social et donc de la souveraineté populaire. Rousseau n'est pas un théoricien du droit naturel. J'avais fait un passage sur toute l'importance des despotes éclairés, parce que les Lumières ont effectivement, je dirais simplement que l'éducation a été le premier souci de ces monarques. Frédéric II a même rendu l'école primaire obligatoire pour les garçons et les filles. Il a même diminué l'enseignement religieux, car il estimait que les hommes étaient trop faibles d'esprit devant les prêtres. Il faut, dit-il, nourrir la raison de l'enfant par des choses solides, et non par des fabulations. Les despotes éclairés ont rationalisé l'administration au profit de l'État. J'insisterai quand même beaucoup là sur le joséphisme, car le joséphisme a chassé les jésuites, il a fait passer les institutions, en Autriche, il a fait passer les institutions religieuses sous le contrôle de la puissance publique, et surtout, il s'est employé à diminuer les privilèges des nobles et des prélats. L'empereur a créé un statut de la fonction publique où les emplois sont seulement réservés aux seuls titulaires de titres universitaires, ce qui est tout à fait unique à l'époque, et non plus à la noblesse. Et à l'école également de Frédéric II, il crée l'impôt proportionnel par tête pour tous les propriétaires sur la base d'un cadastre général. Dans les universités, ce qui n'a pas du tout lieu en France, évidemment, les princes germaniques introduisent l'étude des sciences modernes, de la médecine moderne, du droit naturel et même de la science administrative qui est en train de naître. Ils entament également une politique d'hygiène publique, créent de nombreux hôpitaux, conçoivent un urbanisme rationalisé, multiplient les manufactures. Je n'ai pas parlé de Catherine II, la Sémiramis du Nord, comme l'appelait Voltaire, qui, elle, également, essaie de créer des écoles dans son pays, et la Russie devient le premier producteur mondial, d'ailleurs sous Catherine II, de fer de fonte et de cuivre. Et là, j'ai une remarque un peu plus personnelle. À propos de ces modernisations, je voudrais dire qu'on a souvent lié la naissance de l'État moderne à la fameuse montée de la bourgeoisie. Mais si vous observez, en Prusse, en Russie, en Pologne, voire en Suède, cette classe sociale est minuscule.
Les despotes éclairés s'appuient donc sur l'armée ou sur certains nobles pour fonder leur État-nation. Ainsi donc, quoi qu'en pense le marxisme, l'histoire de la conscience peut échapper à la supposée détermination des rapports de production socio-économique. Le véritable homme d'État, lui, sait anticiper les formes politiques de l'époque qui vient. Le travail de l'esprit est toujours au-delà d'une quelconque cause originelle. Les rois français, sous la monarchie française, des privilèges et des vénalités ont continué. Il y a eu un effort des rois quand même remarquable pour contourner l'université cléricale et pour doter le pays d'une intelligence scientifique et littéraire. Louis XIV, qu'admirait beaucoup Voltaire, a ainsi créé le Jardin du Roi, l'Académie royale des sciences, l'Observatoire de Paris. Également, devant l'incurie universitaire à former des agents administratifs et militaires et techniques, le roi de France a dû créer, au XVIIIe, Louis XV, l'école des ponts et chaussées, l'école du génie, l'école royale militaire, l'école d'architecture et l'école des mines. En effet, il faut savoir que pour créer une université dans le monde catholique, à l'époque, il fallait l'autorisation du pape. Il ne risquait pas de l'avoir. Et en créant ces institutions scientifiques, ces monarchies, a évidemment favorisé l'expansion des Lumières. Donc plus largement, il faut comprendre que les Lumières, ce n'est pas une poignée d'intellectuels. Elles concernent des myriades d'individus, de savants, de chercheurs, d'enseignants, d'ingénieurs, de militaires, d'entrepreneurs, d'hommes de lettres, de juristes, d'avocats, d'économistes, de fonctionnaires, qui sont tous ambitieux de fonder une patrie moderne. Et plus tard, au nom de ces forces nouvelles, c'est Sieyès pourra s'écrier « Qu'est-ce que le tiers-État ? Tout ! Rien ne peut aller sans lui, tout irait infiniment mieux sans les autres. » L'économie politique, bon, il faut savoir qu'avant Adam Smith et les libéraux, c'était le mercantilisme qui prédominait. Qu'est-ce que c'est que le mercantilisme ? C'était une stratégie, en fait, que la prospérité d'un État pouvait être bâtie seulement aux dépens des autres. Il fallait retirer à l'adversaire autant d'or, de métaux précieux, de monnaie que possible. Et qu'est-ce que ça donnait donc ? Une situation de monopole qui nuisait évidemment à la consommation collective. Voilà, c'était la rançon du mercantilisme, le trafic, la contrebande, la mauvaise qualité des produits et donc l'insatisfaction générale des consommateurs. Adam Smith, lui, proposait du libre-échange et Hume aussi. Je voudrais juste également préciser que Adam Smith pensait qu'il fallait le libre-échange en s'inspirant de Newton. Il a fait un transfert d'intelligibilité de l'attraction universelle de Newton et de la gravitation, en croyant là que c'était vraiment des principes. Il a transféré en pensant donc que les hommes étaient en sympathie. Donc ils étaient naturellement faits pour commercer ensemble. Il fallait donc faire le libre-échange. Et en faisant le libre-échange, cela correspondait à la mécanique divine. Le libre commerce est le symbole même de l'organisation divine du monde. Donc, en même temps, évidemment, Smith a oublié que les forces newtoniennes sont des expressions mathématiques, non des êtres réels. L'économie de Smith a en quelque sorte transformé la physique de Newton en métaphysique. J'ai juste ça. Au total, je vous citerai Kant, qui, à mon avis, c'est lui qui a le mieux défini les Lumières. Qu'est-ce que les Lumières, écrit-il dans son opuscule qui porte le même titre ? La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sous la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans le défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision, et de courage de s'en servir sous la direction d'autrui. Sapere aude, il a repris ça à Horace, ose savoir, et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Pour finir, je ferai un constat très pessimiste. Notre époque a radicalement tourné le dos à l'injonction de Kant et des Lumières. Donc tous ceux qui sont opposés aux Lumières peuvent s'en réjouir. Le mot d'ordre actuel est bien au contraire, puisque Kant disait qu'il faut sortir de la minorité. Le mot d'ordre actuel est de rentrer dans une minorité.
pour obtenir la visibilité et non l'universalité. Chacun est enjoint de revendiquer son identité depuis sa seule obnubilation tribale. Identité de religion, de peau, de sexe, de mœurs. Ainsi, au nom du différentialisme, de l'égalitarisme et de l'émancipation, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde s'y est mis pour liquider les Lumières. Patrie, progrès et raison publique sont désormais inopérants, car l'unique individu minoritaire doit être entendu. Mais cet individu est donc minoré. Donc l'être humain devient nécessairement mineur, puisqu'enfermé dans son être particulier. C'est une régression catastrophique, unique. L'omnubilation idiotiste, au sens étymologique, on est omnubilé par sa particularité, évidemment, aura un terrible prix. La liquidation de la socialité, la sortie de l'histoire et l'asservissement à plus intelligent ou plus universel que soi. Je lance néanmoins une bouteille à la mer. Œuvrons à acquérir de plus puissantes lumières en vue d'un saut qualitatif de l'homme. Que votre Aufklärung soit aussi une aurore, nous souhaite Nietzsche. Je vous remercie.